Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR, chaîne sur laquelle on pense le jeu de rôle pour vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales. Maître du jeu narratif, qui composait probablement 80 à 90% de mon audience, je m'adresse à vous. Je vous invite à pratiquer le jeu. Je vous invite à maîtriser plus de donjons. Et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi et comment. Alors c'est vrai, sur cette chaîne, on s'attache particulièrement au personnel, au viscéral, à la narration, à ce que j'ai appelé le fuselage dans ma dernière vidéo qui s'appelle « Pourquoi on s'ennuie avec les MJ narratifs ?» Un titre provocateur pour une vidéo au sein de laquelle j'explique comment le jeu de rôle old school peut nous aider à proposer un élément essentiel de nos parties qui est souvent oublié des MJ narratifs, le moteur, à savoir le jeu. Je vous invite à aller voir cette vidéo parce que celle d'aujourd'hui en est un prolongement. Et donc, disais-je, je vous invite à pratiquer ce jeu en maîtrisant plus de donjons. Ceux qui me connaissent peuvent juger ça comme une hypocrisie parce que moi-même, je pratique assez peu de donjons, du moins pas littéralement. Un grand nombre de mes sessions de campagne de jeu de rôle est en réalité construite comme des donjons. Et même certains one-shots que certains peuvent connaître, dont les plus émotionnels, centrés sur les relations interpersonnelles entre personnages, j'ai nommé Comet, qui est construit, oui, comme un donjon. Alors pourquoi ce conseil ? Eh bien, si vous avez regardé ma vidéo précédente, peut-être avez-vous compris que le fuselage narratif, la peinture, la mise en scène ne suffisait pas pour produire une bonne partie. Il faut lui donner du jeu. En revanche, comprendre pour pouvoir intégrer ce jeu à votre environnement narratif, ce n'est pas suffisant. Il faut que vous sentiez ce jeu-là, il faut le pratiquer. Or, pratiquer le jeu, quand on s'évertue en même temps à maintenir tous les effets ou tous les artifices narratifs cosmétiques, eh bien c'est une recette de l'échec, vous n'y arriverez pas, c'est trop de choses à gérer. Si on considère en plus que le jeu est le moteur, eh bien imaginez qu'insérer un moteur dans un fuselage qui est déjà construit et donc imperméable, c'est impossible. Il faut donc enlever certains éléments du fuselage pour pouvoir y insérer le moteur. Par conséquent, et en d'autres termes, ça veut dire que je vous invite à peut-être ravaler un peu votre ego et à reculer de quelques pas pour pouvoir mieux vous concentrer sur l'aspect jeu. Donc enlever certains éléments du narratif, du personnel et viscéral, et oui, que je promeus pourtant sur la chaîne, pour vous délester un peu de toutes ces pressions, pour vous concentrer sur l'élément essentiel qu'est le jeu. Et le donjon est l'environnement parfait pour ça. C'est un mini-monde qui est contenu, qui est contrôlable, et qui est sans risque que les folies des joueurs les sortent du cadre géographique. Je ne parle pas de railroad. Et ça va vous acheter une forme de sérénité pour vous concentrer sur l'aspect jeu. En général, les MJ narratifs ont ce défaut d'avoir peur que les joueurs sortent du cadre et donc ils vont les ramener dans une sorte de couloir. Si vous avez un monde délimité, de manière intradiégétique, eh bien vous n'avez pas ce risque et vous pouvez être serein pour pratiquer ce que je vous invite à pratiquer, la construction du donjon. Alors, comment faire ? Eh bien, vous allez construire un donjon en 5 pièces. Ça, j'ai rien inventé, c'est un concept très commun dans le monde du jeu de rôle. Le donjon à 5 pièces, le 5-room dungeons, alors en réalité, ça peut être 7, ça peut être 8, on s'en fiche complètement. C'est pour expliquer qu'avec seulement quelques pièces dans un donjon, on peut faire une session de jeu très intéressante. L'important, c'est que ce donjon inclut les 3 piliers essentiels de ce qui constitue le jeu. Le temps, la tension et les choix des joueurs en l'occurrence. Et je vous propose une construction d'un donjon en 4 étapes très simples. 4,5 parce qu'il y a une étape 0 qui est en réalité plutôt un prérequis. Les joueurs doivent avoir une idée très claire de ce pourquoi ils vont explorer le donjon. Ils doivent avoir un objectif. Alors, ça peut être un PNJ qui leur a donné une mission, ou ça peut découler directement de leur motivation dans la campagne dans laquelle vous êtes en train d'essayer d'intégrer ce donjon, peu importe, mais vous devez comprendre que le jeu ne réside pas dans le fait d'essayer de comprendre ce qui est attendu d'eux. De nombreux maîtres du jeu maintiennent une sorte de flou artistique qui fait que les joueurs passent plus de temps à essayer de comprendre ce qu'ils sont censés faire plutôt que de jouer. Donc ça, c'est vraiment le prérequis, un objectif clair. Ensuite, étape numéro 1, la vraie étape. Vous allez prendre une feuille de papier, et oui, je vais commettre une hérésie et vous dire de dessiner une carte. Et vous allez voir, c'est très simple, et c'est seulement pour vous, vous ne la montrez pas aux joueurs. Vous allez prendre une feuille et vous allez dessiner 6 carrés, assez grands parce qu'on va écrire dedans.
Alors pourquoi 6 et pas 5 pour le donjon à 5 pièces? Parce qu'en réalité, la première pièce, je ne la compte pas vraiment, c'est ce que j'appelle le vestibule, c'est la première pièce. Les joueurs vont forcément passer par cette pièce pour rentrer dans le donjon. Alors ça peut être la première galerie d'une grotte, ça peut être le chariot enlisé juste devant le donjon, ça peut être un avant-poste, au sein duquel il peut y avoir d'ailleurs des PNJ qui peuvent fournir des ressources aux joueurs pour qu'ils se préparent dans l'exploration du donjon. Peu importe, en l'occurrence, ça je vous la laisse. Et vous allez dessiner 5 autres carrés. À l'intérieur de ces 5 carrés, vous allez écrire un mot, un nom, qui est suffisamment évocateur pour vous. Vous allez déterminer la fonction de cette pièce, ce qu'est cette pièce tout simplement, ou cette zone dans votre donjon. Ça peut être les geôles, le sanctuaire, la fosse, le garde-manger, l'armurerie, la caserne, la salle du trône, peu importe, suffisamment évocateur. Ensuite, nous sommes toujours dans l'étape 1, vous allez écrire au maximum 3 phrases au sein de chaque carré pour décrire la situation que vont rencontrer les joueurs lorsqu'ils arriveront dans cette pièce, s'ils y arrivent, parce que ce n'est pas une obligation bien entendu. Une situation va les mettre en réalité face à plusieurs options, c'est très important, on arrive sur la notion de choix, avec un défi, donc une difficulté forcément, pour qu'ils puissent réfléchir et résoudre cette situation de manière ouverte. C'est fondamental, c'est vraiment le cœur de l'élément de jeu au sein du donjon. D'ailleurs, vous devez absolument vous mettre à la place des joueurs et vous poser la question, est-ce que si vous étiez amené dans une telle situation, assez rapidement auriez-vous quelques options qui s'offrent à vous? Est-ce qu'elles sont assez mises en exergue? Si vous n'êtes pas capable de trouver 2 options de manière rapide, c'est que la situation doit encore être construite, elle n'est pas assez complexe, pas assez ouverte pour proposer un vrai jeu. Faites ce test-là. Ensuite, dernier élément de cette étape numéro 1, vous allez apporter une dimension d'évolution dans une temporalité. C'est-à-dire qu'il y a la situation telle qu'on vient de la décrire, quand les joueurs la découvrent, et il y aura la version bis de cette situation si la situation évolue sans que les joueurs ne fassent rien. Et il faut que cette évolution possible, elle soit évidente grâce à vos descriptions pour les joueurs. Parce que c'est en sachant que la situation peut évoluer qu'il va y avoir la dimension de temps et de tension. Ça va les forcer à choisir parmi les différentes options qui vont s'offrir à eux de par la complexité de ce jeu, de cette situation. C'est extrêmement important. 2 versions, pas plus. On entend souvent parler de l'évolution des fronts à grande échelle, ça marche aussi pour des pièces, ça va lui donner du mouvement, ça va lui donner de la tension, ça va lui donner le temps qui passe finalement, et donc une nécessité de faire des choix rapidement en rythme. Quelques exemples de situations, ça peut être des gardes qui sont en train de jouer au bras de fer, et il y a des scorpions de chaque côté. La dimension de temps, c'est le fait que les gardes sont distraits pour l'instant et qu'on peut peut-être faire quelque chose, et potentiellement les joueurs connaissent l'un des gardes qui pourrait se faire piquer par un scorpion. Je dis vraiment n'importe quoi ici. Ça peut être des geôliers qui torturent un prisonnier. Et si les joueurs ne font rien, le prisonnier peut mourir, ou révéler des informations importantes pour eux. Ou encore, ça peut être un groupe de sorciers qui sont en pleine invocation, et bien sûr, s'ils ne sont pas empêchés, le fruit de l'invocation peut arriver. Vous voyez, ça, ce sont des situations qu'on peut aborder de différentes manières avec une dimension de temps, une sorte de chrono invisible qui se met en place et qui va forcer les joueurs à agir d'une manière ou d'une autre. Ou à partir tout simplement s'ils ne veulent pas agir, mais la conséquence sera visible pour eux. Étape numéro 2. À ce stade, vous avez un donjon. Il y a des pièces, des zones qui sont nommées avec une fonction évidente pour vous et des situations pour les faire jouer. Vous allez simplement faire un relis les points. Ce qui va être assez facile parce que comme vous avez une idée de la fonction des pièces, en général, il va y avoir une forme de cohérence. Certaines pièces ou certaines zones peuvent être liées par plusieurs chemins, 2, 3, parfois seulement un seul. Peu importe en réalité, vous construisez la topographie du donjon en reliant les différentes pièces. Mais cette étape numéro 2 n'est pas terminée. Parce que vous avez une opportunité de présenter aux joueurs des choix en amont des situations qu'ils vont rencontrer. Ah oui, il faut choisir où aller. Mais si vous les confrontez à une bifurcation, à un croisement avec un couloir à droite et un couloir à gauche, sans rien, sans indication, en réalité, ce choix est vain. Ce n'est pas un choix. Il n'y a aucune raison. Par conséquent, vous allez devoir
télégrapher, je ne sais même pas si c'est un terme français ou si c'est un anglicisme, j'ai un petit doute, ce qu'ils pourraient trouver à l'issue des différents chemins. Ils doivent avoir une idée potentielle de ce qu'ils pourraient trouver au bout des différents chemins, des différents passages. Par exemple, je vais reprendre les exemples précédents des différentes pièces, ils pourraient entendre au bout du couloir les cris d'un prisonnier et les voix des geôliers qui lui demandent de révéler ce qu'il sait, avec la lueur des torches qui indique qu'il y a de la lumière, donc potentiellement une lumière qui pourrait jaillir sur les personnages joueurs et les mettre bien en évidence, et en même temps ça leur indique qu'il y a quelqu'un à sauver ou quelqu'un qu'ils pourraient vouloir faire taire avant qu'ils révèlent des informations. Mais il y a une difficulté parce qu'ils peuvent se révéler et parce qu'ils auront probablement une opposition. À côté de ça, il y a le chemin à gauche qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus silencieux, qui pourrait leur permettre d'avancer dans le donjon de manière beaucoup plus discrète, peut-être à moindre risque, ils ne le savent pas. En tout cas, ils ont un choix en amont sur où ils vont aller, un véritable choix. Un choix en amont sur la destination, plusieurs choix lorsqu'ils arriveront dans une nouvelle situation. Ça, c'est l'étape numéro 2. Vous pourriez vous arrêter là. D'ailleurs, arrêtez cette vidéo, faites ces 2 étapes et faites jouer le donjon. Et revenez ensuite sur la vidéo pour découvrir les 2 autres étapes qui sont, si j'ose dire, la cerise sur le gâteau. Ça y est, c'est fait, on peut maintenant passer à la suite. Étape numéro 3. Vous allez créer dans ce donjon un élément, un seul élément, vous n'avez pas besoin de plus, qui est dangereux et mobile. Ça peut être une patrouille qui se déplace selon les différentes destinations que vous aurez établies. Ça peut être un scientifique qui passe de son laboratoire à une zone de stockage avec différentes ressources et qui pourrait donc tomber sur les PJ et les voir. Ça peut être un monstre errant, ça peut être un chien de garde, j'en sais rien, n'importe quoi en réalité qui va constituer un danger mobile. C'est un élément de tension narrative, on en revient toujours à la tension, et pour le coup sous votre contrôle. Vous voyez, ça c'est une différence peut-être avec les jeux old school, le maître du jeu préserve une influence sur la tension narrative, il ne s'en remet pas forcément au dé, même si vous pouvez jeter sur une table aléatoire si vous avez envie, finalement ça ne changera pas grand-chose. Et là, c'est vraiment important parce que vous allez apporter du mouvement et vous allez pouvoir amener une situation dangereuse et leur mettre la pression. De la même manière, en jeu, il faut télégrapher l'arrivée de ce danger mobile. Peut-être qu'ils entendent les bruits de pas de la patrouille, les cliquetis des armures, ou les grognements ou les reniflements du chien qui est en train de patrouiller, ou du monstre, peu importe en réalité. Ça, c'est vraiment un élément qui va apporter donc du mouvement, de la tension, avec un référentiel de temps, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on sent que ça, on l'entend approcher? On doit faire des choix rapidement aussi, alors même que nous sommes entre les différentes salles et pas dans une situation. Donc on a plusieurs niveaux de choix dans le donjon. Étape numéro 4, la véritable cerise sur le gâteau, pour vous dire qu'on n'abandonne pas la devise personnelle et viscérale. Une fois que vous avez l'élément de jeu, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous poser la question de ce que vous pouvez rendre personnel. Mais dans cet ordre-là, ne construisez pas le personnel pour ensuite construire le jeu, le moteur autour. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais le faire, j'ai même des vidéos qui traitent de ça, mais là on est en train de parler de pratiquer le jeu par le donjon. Donc le personnel vient après que vous ayez bel et bien construit le moteur de jeu. Et vous pouvez vous poser cette question et rajouter une pointe de personnel. Je vais vous donner 2 exemples. Peut-être que le prisonnier qui se fait torturer est un ami, un allié des personnages joueurs. On a du personnel. Peut-être que parmi les sectateurs ou les sorciers qui sont en train de se livrer à une invocation, il y a un ennemi des personnages joueurs, mais dont ils ne soupçonnaient pas qu'il serait présent ici. Pire, ça peut même peut-être être un de leurs alliés et ils le découvriraient ici. Hop, vous avez une notion de personnel qui est intégrée à la notion de jeu. Et c'est tout. Vous avez 4 étapes, vous pouvez le faire maintenant et mettre ça en jeu. Ne pensez à rien d'autre. Ne pensez pas à la mise en scène, à part les descriptions des situations. Ne pensez pas forcément, outre mesure, à l'ambiance sonore. Celle-ci doit venir se greffer, émerger en fonction de ce qui se passe. C'est tout. Faites ça et pratiquez-le.
En conclusion, si vous m'écoutez et que vous trouvez, je l'espère d'ailleurs, tout cela pertinent, mais que vous ne vous sentez pas concerné par la nécessité de, par la nécessité de pratiquer le jeu par le donjon, je vous assure, vous êtes concerné. Faites des donjons.